Bonjour Marie-Danielle, bienvenue dans cette pause de Live Dialogue. Je suis ravie de pouvoir dialoguer avec toi sur ce que tu appelles l'art de la conscience et le lien entre ta pratique artistique et le voice dialogue. Tu es une artiste accomplie qui a fait énormément de choses dans une longue vie et on va parler de ça. Je vais tout simplement te passer la parole pour que tu nous expliques comment ça se passe pour toi. Je suis ce qu'on appelle une plasticienne, c'est-à-dire une artiste polyvalente. En fait, aussi loin que je me souvienne, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu m'exprimer, mettre dehors ce que je sentais à l'intérieur de moi. Je disais, pour exprimer le sens que je mettais à ma vie, je disais, c'est danser pour la déesse. Je voulais être danseuse, comédienne, chanteuse, peut-être artiste peintre, vu que mon père adorait la peinture. Mais dans ma famille, pour une fille, la seule profession possible, c'était me marier et avoir des enfants. Je me suis mariée très jeune. Et ce qui est drôle, c'est que c'est mon mari qui m'a dit « Tu as envie de faire les beaux-arts, Emma, vas-y, fais-les ». J'avais beaucoup d'angoisse, je ressentais des blocages. Et j'ai fait toutes sortes de thérapies, du psychanalyse, du co-counseling, du cri primal, de la bioénergie. Je sentais toujours comme deux courants, deux traces qui ne se mélangeaient pas. D'une part, il y avait ma thérapie, et d'autre part, il y avait mon art, ma vie, mes fils, mes amis. Et puis, un jour, j'ai eu connaissance du dialogue intérieur, et là, c'était une révélation. Parce que, en dialogue, on incarne des sous-personnalités, des énergies, et c'est ce que moi, je m'efforçais de faire dans mon travail, dans mon art. Donc, aussitôt, je me suis dit, voilà, je vais faire une formation avec Robert Stamboliev pendant 3 ans. Donc, tu t'es formée au voice dialogue au début de ta carrière ou en milieu de carrière? En fait, c'était au milieu de ma carrière. En même temps, pendant ma formation, je travaillais à une immense installation dans une grande galerie de Lausanne et j'ai utilisé cette installation pour montrer toute une série d'archétypes que je découvrais pendant ma formation. Par exemple, la mère, le patriarche, l'enfant à naître, les limbes, le séducteur. Tout ça avait place dans cette installation. Extraordinaire. Alors, par exemple, qu'est-ce que tu as représenté à ce moment-là? Je remarquais que pour certains, le patriarche était difficile à incarner. Et moi, curieusement, ça m'était facile. Et j'ai compris que quand j'étais petite, la seule personne qui s'occupait vraiment de moi, c'était mon grand-père. Et mon grand-père, tout le monde le craignait dans la famille. Il régentait toute la maisonnée. Et moi, il me prenait sur ses genoux, dans son bureau. J'avais le droit de jouer avec sa barbiche. Alors, raconte-nous comment, donc tu t'es formée au dialogue intérieur, voice dialogue avec Robert Stamboliev, et ensuite, comment est-ce que ça, c'était en quelle année ça? C'était de 1996 à 1999. Et depuis, donc ça fait un certain temps déjà, Oui. depuis tu as donc intégré le dialogue intérieur, voice dialogue, dans ta pratique. Comment est-ce que ça se passe pour toi? En fait, la première grande différence que j'ai ressentie en travaillant en dialogue,
c'est par rapport aux critiques. Parce que, comme beaucoup d'artistes, j'étais la proie de mes critiques, de façon inconsciente, évidemment. Je crois que c'est un peu comme les enfants qui sont maltraités, qui acceptent les mauvais traitements parce qu'ils ne savent pas que c'est pas normal. Avant que je sache le nommer, le critique, il était omniprésent dans mon atelier. Je culpabilisais, je ressentais énormément de blocage, il me paralysait. Il a même provoqué des accidents, des extinctions de voix. Je ressentais une espèce de culpabilité diffuse. Et en travaillant et en retravaillant mon critique dans des séances de dialogue intérieur, tout d'un coup, j'ai compris. Et j'ai pensé à mes sœurs aînées quand elles accouchaient. La sage-femme disait au mari de sortir dans le corridor et d'aller fumer une cigarette. Alors moi, j'ai compris ça. Et je me souviens que pendant tout un temps, quand j'entrais dans l'atelier, je pensais à mon critique et je disais « Va fumer une cigarette !» C'est extraordinaire. Bon, peu à peu, il s'est transformé. Je l'ai apprivoisé. Le critique est devenu mon critique d'art, que j'ai nommé Qui d'eux. Parce que ça, c'est aussi une chose importante que j'ai comprise à travers le dialogue. C'est que mon artiste, que j'appelle MDK, est composé de plusieurs énergies très différentes. Qui d'eux, le critique d'art, qui va voir les expositions, va dans les musées. Elle aime énormément lire sur l'art, sur recevoir des revues. Et puis, avant Qui d'eux, il y a Qui une. Et Qui une, en réalité, Qui une, c'est une enfant instinctive qui joue, qui, elle réfléchit pas, elle sent. Et elle est même un peu médium, c'est-à-dire que c'est elle qui incarne les énergies, parce qu'elle sent ce qu'il faudrait faire à ce moment-là. Je me souviens d'un atelier avec Alessandra Stone, et Al m'avait dit « You are a child ». Et ça m'avait surprise et même un peu vexée. Elle avait raison. C'est vrai, Qui une, c'est une enfant parce qu'elle joue. Quand je suis dans Qui une, elle dit « Oh, là on va mettre du bleu. Ah non, oh là on va faire avec une plume. Et puis, oh là là, elle crache. Ah oui, mais c'est joli qu'elle crache. » Quand Qui une fatigue, qu'elle ne sait plus, c'est Qui d'eux qui arrive. Qui d'eux regarde, réfléchit, plisse des yeux, compare. Il a un objectif, il sait où on veut en venir. En fait, c'est sa forme de création pour finir le tableau ou l'installation. C'est vraiment un mélange des deux. Très intéressant ce que tu dis. Et si je puis me permettre, je vais faire juste un parallèle avec le travail des acteurs que je fais avec le Voice Dialogue, où on a le critique, bien sûr, on le met dans le public, on lui dit, j'avais pas pensé lui dire fumer une cigarette, on le met sur une chaise dans le public, mais il y a aussi le metteur en scène intérieur qu'on met dans le public, mais qui va donner ce genre de feedback, comme tu dis, de critique d'art. Et est-ce qu'il y a une Qui 3 ? Oui, Qui 3. Donc, numéro 3, elle vient en troisième, parce que, à vrai dire, elle est un peu négligée, un peu ignorée par Qui une et Qui deux, qui sont des marginales. Parce que Qui deux, elle est dans sa tête, c'est une rêveuse, elle est intellectuelle, mais pas tellement dans la réalité, et pratique.
et Ki-Eun, c'est une enfant. Toutes les deux, elles aiment bien que ça marche, qu'on ait du succès, qu'on ait des expositions, que les gens apprécient, qu'il y ait du public, qu'on achète des peintures ou d'autres choses, qu'il y ait des subventions, tout ça. Ils aiment beaucoup. Mais ça, c'est le travail de Ki-3. Et pour elle, elle s'applique, c'est difficile, elle sait faire des dossiers. Honnêtement, elle est un peu reniée, Ki-3, mais pas trop. Quand même, MDK a une place honorable dans la vie artistique. Elle a un joli curriculum, elle a réalisé beaucoup de choses. Ki-3 a compris qu'il ne faut pas se décourager, qu'il ne faut surtout pas abandonner, et que petit à petit, on arrivera au jardin de ses rêves. Ce qui est là, c'est quand même un exercice ludique que tu as inventé, je pense. Oui. Ah oui, qui est là? Que j'utilise moi aussi avec les acteurs. Alors vas-y. Je me souviens, c'est quand j'étais présidente de Live Dialogue, et j'avais proposé un exercice. On s'était réunis chez Suzel, Gaborit-Stiefel, et j'avais proposé que chaque personne, avant de prendre la parole, annonce quelle énergie était en train de parler. Et ça avait été très instructif. Et du coup, on a refait à plusieurs reprises, et même on a fait toute une journée chez Jacques Laurent et Gisela Becerra, consacrée à qui est là. Quand je travaillais avec Elisabeth Douillet, on a fait plusieurs expos ensemble. Oui, Elisabeth, qui est aussi facilitatrice de Voice Dialogue, Voilà. membre de Live Dialogue, et ancienne présidente, comme toi d'ailleurs, ancienne présidente de l'association. Eh bien, c'était très utile de se demander qui est là. Par exemple, quand on n'était pas d'accord, ou quand on avait un accrochage, alors on se demandait, on se disait, attends, qui est là? Et moi, souvent, je disais, ah, d'accord, c'est Rosa Bianca, c'est ma mère. Ou bien Elisabeth, j'invente, mais par exemple, elle pouvait dire, ah, c'est ma justice. C'est une primaire chez elle. Et donc, ça a été très utile pour nos créations et pour notre amitié. J'ai beaucoup réfléchi à ce que le dialogue m'a apporté. N'est-ce pas? La puissance de cette méthode, c'est de proposer une incarnation inoffensive, devant témoin et avec prise de conscience. C'est ça le noyau, le ferment de l'efficacité du dialogue. Je l'éprouve moi-même et je l'observe chez les dialoguistes avec qui je travaille. Alors évidemment, l'art peut constituer un terrain à la fois d'incarnation inoffensive devant des témoins, mais s'il ne s'accompagne pas d'un travail de conscience, ça n'est pas thérapeutique. J'aime bien formuler que l'art, contrairement à ce que beaucoup de gens prétendent, l'art n'est pas thérapeutique en soi. Il est thérapeutique quand il s'accompagne d'un travail de conscience. J'aimerais bien illustrer cette pensée qui m'est très chère. En 2009, j'ai eu l'occasion de mettre en scène une de mes sous-personnalités reniées, la victime. Je la connaissais bien. La victime est reniée la plupart du temps parce que si on la laissait devenir primaire, on ne ferait plus rien. Donc, on la renie, on la met à la cave et on peut vivre. Or, il se trouve que plus de 30 ans auparavant, en 1972, pour une exposition au Musée Rat à Genève, j'avais déjà ce
sculpté un grand torse de femme en pain et en biscuits pour le livrer en pâture au public lors du vernissage. J'avais oublié cette performance et c'est récemment que je suis tombée sur une photo de l'événement. 40 ans plus tard, j'ai de nouveau sculpté une femme, une jeune fille, en biscuits et en masse-pain pour qu'elle soit immolée et offerte à manger au public. Mais cette fois, j'avais conscience qu'il s'agissait de ma victime. D'ailleurs, je l'appelais ma bichette. Moi, j'étais habillée en serveuse, en noir, avec un joli tablier blanc qui avait appartenu à une femme de chambre de ma mère. C'est pas innocent, parce que ma mère était très difficile. Quand le chef cuisinier, un acteur, a brandi une hache de boucher pour égorger ma bichette et verser du coulis de framboise sur cette sculpture, j'ai ressenti une intense jubilation, peut-être une catharsis. Il a placé les morceaux de ma bichette dans des assiettes et avec les autres serveuses, nous sommes allés les donner à manger au public. Ça m'amusait de voir les réactions des gens. Je me souviens qu'un éminent psychiatre, en train de manger un petit pied en masse-pain qui baignait dans du coulis rouge, m'a dit « Nous parlons, nous élaborons, nous réfléchissons sur la dévoration, sur le cannibalisme, mais vous nous le faites éprouver. » Sa remarque m'a fait très plaisir. C'est comme si elle bouclait la boucle. C'est pour ça, je crois, que cette performance a été importante, un tournant pour moi. Disait le psychiatre en quelque sorte, oui, c'est ça. Durant ta performance, c'est que oui. Tout d'un coup, en faisant ça, on la vivait. Oui. Toi, tu éprouvais la victime et le public éprouvait le bourreau. Oui, le dévoreur. C'est étonnant. Si, c'est le cannibalisme aussi, donc. Oui, c'est le cannibalisme. Donc c'est très tabou, donc ces fameuses énergies reniées. Oui, exactement. Oui, oui. Et alors ensuite, tu as continué avec Elisabeth à faire plusieurs performances. Oui, nous avons fait plusieurs expos ensemble, sur les mers par exemple, entre mer et mer, plusieurs autres aussi, une vidéo, Luz et Agneau, et puis d'autres installations. Et très incarné aussi dans ce patriarche qui gouverne, canalise, ordonne. C'était une exposition, c'est quoi? C'était un drap? C'est un projet pas encore réalisé qui montrerait le patriarche parce que je l'ai peint sur un immense rideau de 6 mètres. Il garde un jardin des délices. Nous avons travaillé à cette installation performance avec Elisabeth et avec l'orchestre de Gamelan dont elle fait partie. À l'intérieur, il y aurait, régi par le patriarche, toutes sortes de créatures humaines ou animales dans l'amour, dans la fusion. Pour l'instant, c'est une maquette avec différentes créatures imaginaires dans une sorte de paradis terrestre. Donc, cette expérience a été une catharsis par rapport à une sous-personnalité, si on parle en termes de dialogue intérieur, à ce que tu fais aussi en travail d'atelier de l'art de la conscience, quand tu fais faire du voice dialogue ou du dialogue intérieur à des gens avec, comme dans les ateliers par exemple, j'ai participé à ton atelier et tu nous as fait faire des dessins de nos sous-personnalités. Alors, oui. Comment est-ce que ce lien était apparu dans ta pratique?
Mais faire le portrait d'une énergie, c'est une façon de l'incarner. Ça nous la rend plus vivante. Ça accélère le processus de conscience. D'ailleurs, le portrait pourrait être musical. Un ogre, ça n'a pas la même musique, ça ne produit pas les mêmes sons qu'un enfant joueur, ou même qu'une ogresse, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas musicienne. J'ai une question maintenant peut-être plus sur le process. Le matin, tu dis Oui, qui est là. oui, Donc, il y aura forcément qui une, qui deux ou qui trois, mais oui. euh, ensuite, si tu es dans qui une, si j'ai bien compris, c'est l'enfant ou joueuse créatrice, est-ce qu'elle va chercher l'énergie du patriarche pour la mettre sur, par exemple, ou de la victime ou de l'Aphrodite pour le mettre sur un médium? Qui décide qui fait quoi? J'aime bien avoir des travaux en cours. J'ai un projet de livre, d'album, qui fait suite à Je suis hybride. Pour l'instant, je l'appelle Toc Toc qui est là, mais j'essaierai de trouver un meilleur titre. Je voudrais montrer comment les énergies jouent à l'intérieur d'une personne, comment elles se contredisent. Il y a des jours où tu te dis, bon, lundi matin, on va travailler sur le patriarche, mercredi, Non, tu fais pas ça. Non. Ah non, ça marche pas avec moi. J'ai une rebelle. Il suffit qu'on lui dise ça. Donc, j'ai le sentiment que toi, c'est plus en fonction. T'écoutes l'énergie qui s'est réveillée le matin avec toi, quoi, en gros. J'écoute qui est là. Si par exemple c'est une paresseuse ou ma ménagère, alors pour Toc Toc, j'écris ou je dessine ce qu'elles ont à dire. Parfois, si je suis dans Ki-une, elle aime beaucoup dessiner mais sans entrave. Alors je la laisse faire. Ou ça peut être Damario, qui a des choses à bricoler, à préparer, à installer. Ou bien la rangeuse, ma foi, qui range. Mais c'est précieux qu'elle range, parce qu'en chemin, souvent on retrouve des choses, peut-être qu'une retrouve un bec de plume qu'elle aime particulièrement. Alors, je ne sais pas si tu y avait d'autres choses que tu voulais nous Euh, dire. je voudrais reparler de l'incarnation, parce que ça peut très bien arriver que j'ai un blocage. Quand je m'en rends compte, je me dis, bon, personne ne veut travailler, on va faire une petite séance. Alors je vais dans ma chambre, je m'installe sur mon lit et j'imagine, en général, c'est 6 draps que je mets en face de moi. Et puis, je fais comme une séance. Je me déplace, je reviens au centre, je me désidentifie et je change de place. Et en général, ça va assez vite. D'ailleurs, très souvent, c'est une petite qui a besoin de pleurer, alors elle pleure. Ou parfois une qui a peur, alors elle a besoin de trembler, alors elle tremble. Et puis voilà. C'est fascinant parce que c'est exactement le travail que je fais faire avec les acteurs avant d'entrer en scène. C'est pour arriver à cette page blanche avant de Oui. travailler. Et alors là, comment est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu expliquerais la connexion avec l'énergie du patriarche quand tu la dessines? Comment ça se passe en toi? Ce sont toujours des émotions qui bloquent. Alors quand elles se sont exprimées, ça y est, je peux travailler. C'est comme pour une séance, c'est comme ton travail avec les acteurs, j'imagine. Je me connecte avec l'énergie qui est là. L'énergie suit toujours la pensée. Et puis souvent je gribouille, je mets des musiques, je dessine beaucoup. Une question que je voulais poser, c'était est-ce il y a une réflexion que tu as envie de partager sur le dialogue intérieur, voice dialogue et l'art en général que tu voudrais Oui,
Une fois, j'étais avec Elena Dragotto, qui est une facilitatrice italienne que j'aime beaucoup. Et nous étions au Louvre ensemble et on s'amusait à déceler les archétypes, parce que tous les archétypes sont au Louvre, même les plus cocasses parfois, les plus spirituels. On trouve tout au Louvre. Mais merci beaucoup, Marie-Danielle. C'était un super moment passé en ta compagnie à discuter du dialogue intérieur, voice dialogue et de l'art et de ta pratique.